Je suis à la fois le pire et le meilleur profil pour jouer à un jeu comme Wonderstop. J'ai oscillé entre des émotions contradictoires, entre contemplation et impatience, amusement et ennui. Et maintenant que j'ai terminé le jeu, je me rends compte que c'était exactement l'intention de son créateur. My name is Alta, and I am a fighter. Au début, vous découvrez Alta, une combattante qui s'entraîne tous les jours pour terrasser ses adversaires. Elle est invaincue pendant des années, jusqu'au jour où son corps ne suit plus. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Elle perd un combat, puis deux, puis trois. Elle est dévastée et cherche le moyen de redevenir la meilleure. I'm weak. I'm a failure. A failure. I don't deserve it. I don't want to be this person. No. Snap out of it. Elle pense que la solution se trouve auprès d'une combattante renommée, Maîtresse Winters, maintenant retirée dans la forêt. Elle souhaite s'entraîner auprès d'elle et se met à courir le plus vite possible pour la retrouver. Pour Alta, chaque seconde compte, mais son épée lui paraît de plus en plus lourde jusqu'au moment où elle ne peut plus la porter du tout. Elle finit par chuter et se retrouver inconsciente. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle se réveille dans une clairière. Boro, le gérant d'un salon de thé, l'a retrouvée dans la forêt, elle et son épée. Alta est confuse, elle se demande comment Boro a pu porter son épée si lourde. Il lui répond que l'épée fait un poids tout à fait normal, mais elle n'a pas de temps à perdre avec tout ça. Elle n'a qu'une seule envie, c'est de repartir. Mais à chaque fois qu'Alta repart dans la forêt, elle s'évanouit et Boro la ramène inlassablement dans la clairière. Donc vous testez d'aller dans la forêt une fois, deux fois, et vous comprenez que ce n'est même pas la peine d'essayer, et que vous allez devoir passer un peu de temps ici. Personnellement, ça ne me gênait pas autant qu'Alta d'être là. La clairière et les couleurs sont magnifiques, ça me donnait envie d'explorer. Mais j'ai quand même fini par m'identifier à elle, et plus vite que je ne le pensais. Le message du jeu était déjà en route. Wonderstop commence comme pas mal de jeux avec une phase de tuto. Boro invite Alta à l'aider au salon de thé en espérant que ça lui change les idées. Il lui explique comment faire pousser des plantes, comment préparer les boissons, etc. Ce qu'elle n'a évidemment pas envie de faire. La transition entre combattante et tea barista est comique. Elle doit monter sur une échelle pour remplir d'eau un dispositif ultra compliqué et gigantesque pour verser la préparation finale dans une toute petite tasse. Les clients l'exaspèrent, elle veut forcer les gens à boire du thé et ne supporte pas leur indécision. Elle cherche absolument quelque chose à faire et se demande constamment quel est son prochain challenge. Et à chaque fois qu'elle attend de Boro qu'il se comporte comme un manager qui lui dise quoi faire, celui-ci réaffirme qu'il n'a aucune attente, à son plus grand désarroi. Même lorsqu'elle prend un balai pour nettoyer les feuilles mortes, si vous appuyez sur A successivement, elle se met à le manier comme si c'était une épée en plein combat. Boro l'appelle d'ailleurs affectueusement la guerrière du thé. Malgré cette reconversion difficile, Alta accepte de le voir comme une pause temporaire pour mieux repartir vers son objectif, trouver Maîtresse Winters. En attendant, elle s'occupe comme elle peut, elle fait pousser des plantes, récolte des feuilles de thé, prépare des boissons. Et c'est à ce moment-là que je bascule progressivement vers ce que ressent Alta. Passé le forêt de la découverte et les tutos, je comprends que le gameplay devient vite répétitif et je m'ennuie un peu. J'ai visité la clairière, mais elle était bien plus petite que je ne le pensais. À part la forêt, dont on revient toujours de toute façon, il n'y a pas d'autre lieu. J'ai nourri les Pluffins, qui sont d'adorables créatures, mais ça ne faisait pas avancer l'histoire. Et le salon de thé est loin d'être submergé, seulement quelques clients à la fois avec des demandes assez simples et sans aucune contrainte de temps. Il y a même des moments de vide total entre le départ et l'arrivée des nouveaux clients, où il n'y a vraiment rien à faire pour faire avancer l'histoire. Alors est-ce que Wonderstop est un mauvais jeu ? Est-ce que le développement n'est pas fini ? Je vous rassure, ce n'est pas ça. Cette répétition dans le gameplay a un but plus grand au service de la morale de Wonderstop. Le gameplay est un prétexte, un support pour le message. On a beau préparer du thé, ça n'en fait pas pour autant un jeu de gestion. Le thé a une valeur symbolique. C'est une invitation à ralentir car ça prend un certain temps de préparation et c'est aussi comique car ça ne colle pas du tout avec les priorités et la personnalité d'Alta. Le jardin est un autre symbole, celui des cycles, de la patience, de la nature nourricière, etc. L'ennui occasionnel que j'ai pu ressentir fait partie du jeu et de son histoire. Récapitulons. C'est donc un jeu qui ne nous donne pas d'objectif, qui ne nous permet pas d'explorer et qui ne nous impose aucune difficulté particulière. C'est différent de la plupart des jeux qui nous récompensent et où il y a parfois beaucoup de choses qui se passent. Wonderstop n'essaye pas de retenir notre attention à tout prix. En fait, c'est à contre-courant des jeux, mais aussi de la société dans laquelle on vit. Si je prends YouTube, par exemple, 30% des spectateurs s'en vont après 30 secondes. Pour mieux se rendre compte du volume, imaginez une salle de cinéma, le film commence à peine et un tiers de la salle s'en va déjà. Wonderstop prend un risque, celui justement de nous stopper,
de nous faire prendre une pause plus ou moins forcée. Et c'est là que je me suis sentie très proche d'Alta, de sa confusion et de son impatience. Quand c'est inhabituel, ça peut être inconfortable, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. À travers ses choix, le développeur a réussi à créer une sensation d'ennui, voire d'enfermement chez nous, la même que ressent Alta, malgré la beauté de la clairière et le charme du salon de thé. Mais cette sensation est temporaire et va évoluer vers quelque chose de bien plus positif. Alors qu'Alta continue d'aider Boro au salon de thé, elle remarque un étrange phénomène. Au bout d'un certain temps, les clients ne prononcent plus un mot. Lorsqu'elle en parle à Boro, celui-ci pense qu'il s'agit d'un signal. Il invite alors Alta à se recueillir auprès de la statue en dessous du sol pleureur. C'est un sanctuaire qui lui permet d'accéder à un nouveau cycle, quel qu'il soit. Elle se retrouve dans la forêt et y voit son double, qui l'incite à en faire toujours plus. Do you remember what your goal is? To defeat anyone, anywhere, for as long as you choose. Alta se réveille alors dans une clairière reconfigurée. Elle ressemble à la précédente, mais les couleurs et la place des éléments ont changé. D'ailleurs, l'inventaire est vide. On retrouve des constantes comme le salon de thé, le jardin, les pluffins et Boro, heureusement. Les tâches aussi restent quasiment les mêmes. Le gameplay évolue peu, comme je le disais plus tôt. Et à chaque réveil, Alta se remet à préparer du thé pour les clients. En fonction de la quantité préparée, elle peut elle-même en profiter et se faire une tasse. Chaque thé a ses propres vertus qui sont consignées dans un guide pratique. Alta les expérimente et des souvenirs lui reviennent. Elle se rappelle son enfance, sa relation avec son père et sa mère. Elle a aussi vécu des choses difficiles, notamment avec d'autres enfants. When I was a kid, I ate jerky for breakfast every morning. The reason I did this was because of the neighborhood bully. He beat on another kid so badly he went to the hospital. And all of us knew who'd done it, but we were too afraid to speak. The fear he inspired in me was like nothing I'd ever known. The bully was always eating jerky for some reason. And pretty soon, without my even realizing it, I began to eat jerky for breakfast. Elle a été blessée, alors elle a décidé de devenir imbattable pour ne plus jamais avoir à le revivre. Elle a quelques souvenirs nostalgiques, mais la plupart sont plutôt tristes. Par ce biais, on a accès à des bouts d'histoire qui nous permettent de mieux comprendre la psychologie d'Alta. Elle semble avoir un passé compliqué, et cette rage qu'elle ressent est là depuis longtemps et remonte à l'enfance. Elle a des mots assez durs, elle considère que son père aurait gâché son potentiel. Et pour ne pas lui ressembler, elle s'est construit une identité autour du travail acharné. Pour elle, ce qui compte, c'est d'être la meilleure et rien d'autre. Son épée a été forgée sur mesure pour elle, selon ses instructions, par le plus expérimenté des forgerons. Ce n'est pas assez pour elle d'être excellente. Elle doit devancer tout le monde, elle veut dominer et être en contrôle. On comprend pourquoi elle est devenue combattante, ce que ça signifie pour elle, et on commence aussi à saisir que sa fragilité n'est pas tant physique que psychologique. Rappelons-le, l'épée qu'elle n'arrive plus à porter fait, selon Boro, un poids tout à fait normal pour une épée. Pour trouver la paix, Alta va devoir comprendre ce qui l'empêche vraiment de soulever cette épée qu'elle voit comme une continuité d'elle-même. Alta est désespérée par sa situation. Elle finit par attendre un sauveur ou une solution miracle. Ne plus pouvoir porter son épée, ne plus pouvoir être une combattante, c'est inadmissible pour elle. Elle s'accroche à l'idée qu'elle doit redevenir exactement comme avant à tout prix. Elle n'arrive pas à faire sens de tous les signaux qui indiquent pourtant qu'une transformation va avoir lieu. Les choses autour d'elle sont éphémères et changent, comme les voyageurs qui ne sont que de passage et qui s'arrêtent de parler, la clairière qui n'est jamais tout à fait la même, et son épée qu'elle n'arrive plus à porter alors qu'elle n'est pas objectivement plus lourde. Lorsqu'elle rencontre Ren, un autre combattant, celui-ci lui fait part de son admiration pour elle et son parcours. Au départ, j'ai une super impression, je suis hyper contente pour mon personnage qui va se sentir enfin moins seul. Je me dis qu'ils vont pouvoir partager des choses et que ça va alléger le fardeau d'Alta, mais je déchante rapidement. Ren insiste pour s'entraîner avec elle, ce qui n'est pas une bonne idée, et elle s'effondre. Ren lui dit qu'il va revenir avec un plan pour l'aider à régler sa situation, ce qui remplit Alta d'espoir. Il revient avec un plan de plusieurs jours en forêt, et elle est saisie d'un vertige rien qu'à l'entendre. Ren se montre alors très froid avec Alta et dit que c'est son devoir de l'être pour qu'elle puisse avancer. Il dit qu'il est déçu. Il est le miroir d'Alta, et malgré ses bonnes intentions, il est limité dans l'aide qu'il croit lui apporter. Il refuse de voir en elle ce qui le terrifie le plus en lui.
la vulnérabilité. Il s'en va quelque temps et il revient un jour blessé. Comme Alta, Ren veut repousser ses limites toujours plus loin, comme si elles n'existaient pas, et sa blessure est un douloureux rappel de la réalité. Et là, je suis un peu déçue pour Alta, car malgré ses bonnes intentions, Ren n'a pas pu l'aider. Pour ne pas perdre pied, elle s'accroche à son objectif initial, celui de trouver Maîtresse Winters dans la forêt. Elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, persévérer. Mais un jour, un souvenir la terrifie. En fait, Alta avait déjà trouvé Maîtresse Winters. Et ça s'était extrêmement mal passé. Lorsqu'elle a demandé à celle-ci de l'entraîner, elle lui a répondu que ce n'était pas possible, mais qu'elle pouvait passer du temps ensemble et discuter. Et ce qu'Alta considère être son double maléfique s'est mise en colère et a blessé Maîtresse Winters. What the hell is wrong with you? On comprend que ce qu'Alta pensait être une quête était en réalité une fuite. Mais de quoi? Ou plutôt, de qui? Puis un jour, elle rencontre Zenith, une créature mystique qui a traversé diverses dimensions et qui est fascinée par les hommes d'affaires. Oui, c'est cocasse, et Alta trouve ça plutôt incompréhensible. Zenith semble en savoir beaucoup sur l'univers et avoir accès à des niveaux de conscience qui nous dépassent, nous les humains. Alors quand Zenith propose son aide à Alta, celle-ci est pleine d'espoir. Qui mieux qu'un être magique pour chasser ce mal qui la ronge? Dans la forêt, Zenith lui demande de se concentrer sur ses souvenirs douloureux. Alta réussit quelques instants, mais finit par tomber. Et Zenith perçoit que sa structure de changement est bloquée. Personnellement, j'aime bien les concepts, et la structure de changement, ça me parle. Le terme structure, surtout, qui m'évoque quelque chose de l'ordre des fondations. Si je fais le parallèle avec la structure d'un bâtiment, ça désigne ce qui le porte, et donc ce qui lui permet de tenir debout. Si je reviens à Alta, sa structure donc parlerait de ses fondations. Ça peut être un renvoi vers son passé, vers l'enfance, vers des causes multiples. Ce qui est sûr, c'est que c'est si ancré en elle que ça affecte sa structure même. Les bâtiments semblent rigides, mais en réalité, c'est mieux d'inclure un peu de flexibilité dans la structure pour éviter qu'ils ne se rompent brutalement. La structure d'Alta, puisqu'elle est coincée, renvoie à cette impossibilité de flexibilité et donc à son effondrement. Mais Alta, c'est pas sa tasse de thé tout ça. C'est une personne pragmatique et ce qui l'intéresse vraiment, c'est de redevenir comme avant. Pas d'avoir de longues discussions sur des concepts qui lui paraissent abstraits. Elle lui demande si son double était là, mais Zenith dit qu'il n'y avait qu'elle. Le jeu suggère qu'il n'y a pas d'entité extérieure comme l'imaginait Alta et que ce double qu'elle voit a une autre explication. Notre personnage principal veut retourner dans la forêt, elle insiste, mais Zenith finit par changer et se transformer en homme d'affaires. Zenith s'excuse auprès d'Alta et lui explique que sa capacité à l'aider a diminué et que son message est difficile à expliquer avec des mots. À la place, c'est une vision qui est montrée à Alta, mais celle-ci est déçue et exaspérée par la situation et toute cette abstraction. De mon côté, je dois avouer que la vision a piqué ma curiosité car je veux déchiffrer ce que Zenith tente de nous dire sans mots. J'ai donc demandé à la revoir une deuxième fois et voici ce que je comprends. Les mouvements, les contrastes, les formes rondes m'évoquent la multitude, une transformation, une forme de renaissance douce, belle et pas brutale. Et cette intuition va se confirmer par la suite. Pour Alta par contre, c'est la goutte de trop. Elle arrête d'insister pour comprendre, mais ne se sent pas plus avancée. À ce moment-là, je comprends sa déception. Zenith est un personnage que j'ai apprécié immédiatement, que j'ai peut-être mis sur un piédestal comme elle, et qui finalement nous abandonne en quelque sorte pour devenir un homme d'affaires lambda. Et en même temps, j'en rigole, car c'est tellement absurde. Ça nous rappelle que chacun est sur son propre chemin et que parfois ces chemins se croisent puis se séparent. Les voyageurs ont leur propre vie, leurs propres problématiques qu'ils essayent de résoudre, et cette clairière reste un espace collectif. Alors comment Alta va-t-elle s'en sortir ? Boro est le seul qui reste présent aux côtés d'Alta jusqu'à la fin du jeu. Il lui apporte surtout une écoute bienveillante, un peu de contexte sur la clairière et la forêt magique auquel il est lié, mais jamais de réponse définitive. Et surtout, il ne la juge pas. Son soutien est inconditionnel, peu importe les choix que vous faites à son égard. Alta pense souvent qu'il sait des choses qu'elle ne sait pas, qu'il est en avance sur elle, alors que ce n'est pas le cas. Ni lui, ni les autres voyageurs, ni la forêt ne diront quoi faire à Alta. C'est à elle de voir ce qu'elle fait des informations qu'on lui donne. Elle cherche constamment des réponses, des certitudes, et dans le fond, je la comprends. Elle a beau tenter d'y voir plus clair, elle dit qu'elle ne comprend vraiment pas ce qui lui arrive. Elle dit qu'elle est brisée, qu'elle doit être réparée, que quelque chose cloche chez elle. Tout au long du jeu, on la voit répéter les schémas qui la blessent. Dès qu'elle a l'impression d'échouer, elle ressent de la culpabilité et de la haine. Elle est très dure et violente envers elle-même. Nothing. I'll never deserve anything good like that. Ever again. Et ça fait mal de la voir comme ça. Je sais que c'est un personnage fictif, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir de l'empathie et une forme d'impuissance. Le fait qu'Alta reproduise des schémas, ça ne veut pas dire que c'est de sa faute. Loin de là, c'est une personne en souffrance qui fait ce qu'elle peut, ce qu'elle pense bon, mais qui n'arrive pas à s'en sortir.
Pas pour l'instant. Encore une fois, cette question s'impose dans son esprit. Quelle est la prochaine étape? Vous vous rappelez plutôt, je vous disais que j'étais à la fois le meilleur et le pire profil pour ce jeu. Je vais vous en dire un peu plus. Ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est l'exploration, des choix impactants et du challenge. J'ai un côté perfectionniste qui veut tout explorer, qui aime optimiser et faire les meilleurs choix possibles. Et Wonderstop, ce n'est pas du tout un jeu comme ça. Comme je le mentionnais, on fait vite le tour de la clairière, les choix n'ont pas d'impact majeur et le jeu n'est pas difficile. Et c'est pour ça que je dis que je suis le pire profil pour y jouer, mais aussi le meilleur. Car en raison de mon conditionnement en tant que joueuse, de mon perfectionnisme, je suis plus proche que jamais d'Alta et de ce qu'elle ressent. J'ai les mêmes attentes qu'elle, je me demande où est mon prochain challenge. Ça me permet de développer de l'empathie envers Alta, mais aussi envers moi-même. Et là, on commence vraiment à toucher à la raison d'être du jeu, à son message profond. Je fais confiance au jeu, je vois bien qu'il veut m'emmener quelque part et je continue donc d'avancer avec Alta. Je répète les tâches au salon de thé, je réponds aux diverses demandes, je m'amuse à donner du thé aux pluffins qui deviennent multicolores, je prends des photos et je décore le salon. J'aime discuter avec les différents personnages qui ont toujours un côté rigolo et loufoque. J'arrive à trouver du réconfort dans cette répétition qui au départ semblait m'enfermer. J'allumais mon PC le soir et je retrouvais Boro, le salon de thé, les clients et la jolie clairière. Finalement, la simplicité des tâches me permettait de flâner. Je n'avais pas besoin de me concentrer à 100% pour réussir à faire pousser telle plante ou préparer telle recette. J'ai continué, parfois, à vouloir aller plus vite sur certaines choses, alors que je savais que ça ne changeait rien au jeu. Et ça me faisait rire de voir qu'on peut facilement retomber dans une habitude. La simple conscience de ces habitudes, ça ne suffit pas à les changer. Je ris de ma proximité avec Alta, de cet effet d'aller-retour entre calme et agitation que je ressens avec elle. Même en écrivant cette vidéo YouTube, j'essaye de lâcher le perfectionnisme. Comme Alta, il semblerait que j'ai du mal à ne pas remplacer un défi par un autre encore plus dur. C'est un jeu qui se passe plutôt dans ce que vous ressentez. Vous décidez de votre façon de jouer, ou est-ce votre façon de jouer qui décide pour vous ? Les cycles se répètent, les voyageurs passent un peu de temps au salon de thé puis s'en vont, la clairière continue d'évoluer et on finit par s'habituer. Ce qui était inconfortable au départ ne l'est plus vraiment, le changement devient, paradoxalement, routine. Au bout d'un certain nombre de cycles, on comprend qu'il est inéluctable. Rien ne sert donc de se presser ou de lutter, Wonderstop n'est ni une course, ni une arène. Et heureusement, il y a Boro et la boutique comme constante rassurante. Bien que ce soit réconfortant dans un certain sens, Alta a quand même du mal à saisir le but ultime de tout ça. Peut-être qu'elle souffre un peu moins, mais ça ne suffit pas à lui donner une direction. Un jour, une voyageuse va permettre à Alta de vivre son dernier bout d'aventure. C'est une enfant qui demande à ce qu'on l'appelle Monstro, et qui ressemble beaucoup à Alta dans ses traits de caractère. Monstro n'écoute personne, mais lorsqu'elle découvre qu'Alta est une combattante, elle la trouve trop cool et décide de l'écouter un peu plus. Notre héroïne devient un modèle pour Monstro qui lui demande des conseils. Mais Alta est perturbée. Elle ne sait pas si elle pourra redevenir cette combattante cool. Elle ne se considère même plus vraiment comme un modèle à suivre. Ces expériences qui pouvaient lui paraître abstraites s'assemblent pour former un puzzle incomplet dont elle ne connaît pas la suite. Elle sent un changement en elle qu'elle a du mal à nommer et n'a plus autant de certitude qu'avant. Alors quand Monstro lui demande de l'entraîner, elle refuse. L'enfant se met en colère et s'enfuit dans la forêt avec l'épée. Alta se lance à sa poursuite, Monstro est incontrôlable, on a alors le choix de se lancer sur elle pour récupérer l'épée ou de la lui laisser. Hold on. Before you do anything, let's think about this. Alta, this is your sword. It was made just for you. You went undefeated for 3.5 years with it. Without the sword, who are you? You're nothing. You're nobody. Don't you see that? The sword is your right. Take it back, now, or you'll never be yourself again. J'ai personnellement choisi de la lui laisser, de ne pas écouter cette voix qui dit à Alta de toujours se dépasser. J'avais peur que ça se termine mal pour tout le monde si elle venait à écouter son double. Après sa décision, Alta voit le double de Monstro s'éloigner. Elle fait le parallèle avec sa propre situation. Elle va voir le double et lui demande si elle peut accorder sa confiance à Monstro. Alta trouve des mots rassurants et le double finit par fusionner avec Monstro. She made everyone go away. With how dumb she J'ai is. trouvé la scène assez intense et belle. J'ai senti une petite larme couler. J'étais soulagée qu'Alta ne reproduise pas le cycle de la douleur avec Monstro. J'ai senti, profondément, la tristesse dans ses yeux. Elles reviennent ensuite, toutes les deux, dans la clairière. Monstro n'a vu ni son double, ni celui d'Alta. Elle ne semble pas plus perturbée que ça. Mais pour Alta, quelque chose a changé. D'une certaine façon, elle s'est retrouvée à la place de Maîtresse Winters qui a refusé de l'entraîner. Et Monstro a ressenti ce qu'Alta a ressenti, du rejet et de la frustration.
Et dans cet effet miroir, Alta a eu l'opportunité de mieux se comprendre et de questionner le sens de la vie qu'elle souhaite transmettre. Elle réalise aussi que son double n'est pas une force extérieure qui la manipule, c'est en fait une partie intérieure d'elle-même qu'elle a développée depuis son enfance comme mécanisme de protection. Et cette partie a fini par prendre toute la place et par devenir identitaire. Alta a fini par croire que sa valeur était attachée à sa performance, au fait de travailler toujours plus et de toujours devenir meilleure. Et les autres aspects de la personnalité d'Alta suffoquaient. Sa structure de changement, comme le dit Zenith, a fini par se figer. C'est en réconciliant toutes les parties d'elle-même, plutôt qu'en les détruisant, qu'elle parvient à débloquer ça. Lorsqu'Alta réalise tout ça et que Monstro s'arrête de parler, comme tous les autres voyageurs, il est temps pour elle d'entamer le dernier cycle. Lorsque vous vous approchez de la statue, la clairière se transforme et vous êtes assise sur un banc devant un paysage nouveau avec Boro à vos côtés. Il vous demande ce que vous allez faire et vous avez le choix. Vous pouvez dire que vous souhaitez devenir une combattante à nouveau, faire du thé ou que vous ne savez pas. Aucune fin spectaculaire, aucune réponse définitive, juste l'acceptation du changement et de l'incertitude. La dernière scène est d'une grande simplicité et sobriété. Boro demande à Alta si elle est prête, elle peut décider de se lever ou de rester là encore quelques minutes. Il ne s'agit pas d'accélérer ou de ralentir, mais plutôt de faire les choses à son rythme, quand on est prêt. Cette scène n'est en vérité pas une fin, mais le début de quelque chose d'autre pour Alta. Dans cette clairière, elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait, mais ce dont elle avait besoin. Wanderstorm m'a touchée d'une façon difficile à décrire. Comme un bon thé, ses notes se déploient de façon complexe pour former un tout réconfortant et subtil. Même après avoir terminé le jeu, je transporte avec moi une certaine sensation. En le relançant pour enregistrer des images pour ma chaîne YouTube, j'ai été prise d'émotions que je n'avais pas ressenties aussi fortement lors de ma première partie. Comme si l'univers du jeu avait pris le temps d'infuser dans mon esprit. La contemplation m'a paru bien plus naturelle au sein de la clairière, portée par une bande-son magnifique. Je me suis alors dit qu'au début, on cherche la prochaine tâche à accomplir, mais qu'à la fin, on se dit que c'est passé trop vite.